Vous informer positivement, c'est notre devoir. « 14h pile, heure de Kinshasa. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien interview que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie sur C+ TV chaque jour à 14h juste. Merci pour votre fidélité au programme de la communication ou de C+ TV. Merci également à vous, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui ne cessez de suivre cette interview tous les jours, et merci pour vos réactions sur Internet. C'est un nouveau numéro ou un numéro spécial du jour que nous allons parler sur la révolution panafricaine et la République démocratique du Congo, enjeux et perspectives, un sujet que nous allons bien évidemment débattre avec un expert, un professeur au nom de prof Tudisha Washakapanga, qui est le président du mouvement Front National Panafricain, mais il est aussi initiateur de la pétition référendaire et populaire et apolitique que vous allez découvrir à la Chambre haute du Parlement. Alors, sans plus tarder, merci également à la coordination générale Papa Archie pour la confiance. Merci aussi à l'équipe technique Papa Mike qui est à la régie finale. Merci à Do pour la piste de vie. Merci également à vous, nos aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis Tika par les Grands Kassai, mais surtout vous qui nous suivez depuis Paris. Suivez-nous sur Facebook, sur la page officielle Communication Plus, mais aussi sur YouTube Communication en Plus. Alors, sans plus tarder, je m'en vais rapidement à la régie, chez Mike Yann, avant de recevoir mon invité. Proposez-moi cette petite vidéo, le temps pour moi de dire bonjour et bienvenue à mon invité du jour. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit, je demande la vidéo. C'est une vidéo qui va faire la présentation de l'invité. Alors, de l'autre côté, pour vous donner quelques informations politiques ou internationales, comprenez qu'au niveau des États-Unis, au niveau du Moyen-Orient plutôt, il y a l'Iran et les États-Unis qui continuent toujours à se chamailler depuis que l'Iran a frappé 12 bases aériennes américaines dans plus de 6 pays. Et de l'autre côté, les États-Unis a répliqué aussi. Vous êtes au courant que le guide suprême de l'Iran n'est plus avec nous, mais il a été remplacé par un autre. Mais les 24 conseillers qui nomment ou qui choisissent les guides sont toujours là en train de lutter pour répliquer contre les États-Unis, et l'Iran aussi, pour votre information, n'a pas baissé les bras. Actuellement, l'Iran est le deuxième pays à avoir affronté avec des missiles balistiques les bases aériennes qui se trouvent dans plusieurs pays, notamment la Jordanie, le Qatar, Israël. Il y a plusieurs pays que l'Iran a frappé. Et les États-Unis, de l'autre côté, il y a aussi des Américains qui disent de ne pas être d'accord avec le président américain. Pourquoi? Parce que lui a directement passé à tuer les guides suprêmes. Alors les Américains ne sont pas d'accord avec le président Donald Trump. Alors, nous revenons au Congo pour vous dire que la situation sécuritaire à l'est du pays qui continue depuis que les autres autorités de la rébellion sont parties, notamment Willy Ngoma et Sultani Makenga, connaît Nanga, qui ne dit pas un mot. Il y a aussi, nous avons appris que de l'autre côté, Daniel Safou, qui avait piqué crise. Pourquoi? Parce que
Willy Ngoma était bien évidemment et dans l'au-delà. Alors, pendant que la régie prépare cette petite vidéo, on ne peut pas attendre. Nous revenons déjà avec notre invité qui est avec moi sur le plateau. Que je dis déjà bonjour et bienvenue professeur Tudisha Wachakapa. Voilà, il est arrivé. Bonjour et surtout merci pour l'invitation. C'est toujours, je suis très content d'être là. C'est la première fois que je viens sur ce magnifique plateau et je suis content parce que c'est toujours quelque chose d'extrêmement agréable quand deux compatriotes se rencontrent et essaient, comme nous allons essayer de le faire tout de suite, de discuter sur les problèmes du pays. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de venir à ce genre d'invitation. J'aimerais simplement rebondir sur la petite introduction que vous avez faite sur la crise régionale actuellement au Moyen-Orient. Et je veux dire ici sur ce plateau, je veux envoyer un message de compassion, de solidarité envers ce peuple iranien qui, on le voit bien, lutte quasiment seul contre le pire des fléaux de notre siècle, le néocolonialisme. Et il y a deux choses que je veux aujourd'hui adresser à ce peuple courageux. Et oui. Là apparemment, vous êtes. Bon, on va revenir sur ça. On va revenir. Bon, la régie nous sait déjà que la vidéo est prête plutôt. Alors, Yann Mike, c'est parti. Mes très chers compatriotes, si je prends la parole devant vous aujourd'hui, eh bien c'est parce que l'heure est grave. La guerre dans les Grands Lacs, qui brûle l'est du pays depuis maintenant 3 décennies, risque d'embraser toute notre République. Pourquoi? Eh bien parce que nos responsables politiques sont tous, sans exception aucune, empêtrés dans des calculs politiciens de la pire morale. Que faire? La révolution. La révolution panafricaine, j'entends. La révolution panafricaine ne se fera pas avec la violence, car vous et moi savons très bien que trop souvent, la violence n'est qu'un cercle vicieux qui ne mène nulle part. La révolution panafricaine en RDC se fera avec l'article 218 alinéa 4 de notre Constitution qui donne à une fraction de la population, en l'occurrence 100 000 personnes, l'initiative en matière de révision constitutionnelle. Je sais que beaucoup d'entre nous ont souvent peur de faire ce qui est bien. Je veux les rassurer, le bien ne produit pas le mal. Est-ce une bonne chose que de signer une pétition apolitique et historique qui pourrait nous permettre de modifier notre constitution, non pas pour donner plus de pouvoir au pouvoir, mais pour donner plus de sens à notre unité nationale. Je dis et affirme que si nos jeunes, dans ce pays, ne sont pas capables de faire ce qui est beau et juste pour modifier nos espaces politiques afin qu'ils aient plus de cohérence, eh bien, je crois que le Congo n'a pas d'avenir. Je suis de ceux qui pensent que l'avenir du Congo n'est pas dans un État unitaire centralisé qui a failli dans ses missions sécuritaires et sociales, mais dans une nouvelle forme d'État, fédéral ou confédéral, dans laquelle les peuples précoloniaux pourraient recouvrer plus d'autonomie et plus de dignité. Mes très chers compatriotes, nous pouvons, ensemble, nous devons réécrire l'histoire de notre pays. Sinon, l'histoire du Congo s'écrira sans nous. Réécrire l'histoire sans tomber dans les pièges du régionalisme et de l'ethnicisme, c'est ici et maintenant avec vos signatures à cette pétition citoyenne pour une 6e République. Voilà, merci beaucoup, la régie finale. Là, c'est tout ce que nous allons parler tout au long de cette émission. Alors, je n'ai pas voulu que la vidéo parte jusqu'à la fin, au risque que ceux qui nous suivent
Donc, voilà, ils doivent comprendre réellement le contenu de notre entretien, notre interview de ce jour. Alors, vous étiez en train de parler sur la situation politique internationale. J'étais en train de dire là, comme vous compatir ensemble avec le peuple iranien, parce que vous êtes contre la position des États-Unis. Alors, je crois que c'est très important, quand nous voulons avoir des discussions politiques au niveau national, d'entrer ces discussions dans une réflexion sur la géopolitique mondiale. C'est pourquoi j'ai voulu introduire sur ce conflit au Moyen-Orient qui va avoir un impact, pas seulement au Moyen-Orient, mais partout sur la scène internationale. Et je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que le peuple iranien n'est pas en train de se battre aujourd'hui seulement pour l'Iran, mais le peuple iranien est en train de se battre pour tous les peuples non occidentaux. Pour tous ces peuples aujourd'hui qui disent « nous voulons avoir des systèmes politiques qui correspondent à nos cultures, à nos valeurs ». Et donc il y a deux messages forts que je veux adresser à ce peuple iranien légendaire, valeureux. Et je l'ai dit, imaginez-vous un peu aujourd'hui un peuple qui se retrouve quasiment tout seul devant une armada, une attaque militaire profondément injuste. Deux choses. Premièrement, je veux leur donner ce très beau passage de la Bible que j'aime beaucoup et qui dit « Le vengeur de sang n'oubliera jamais le cri des affligés ». Le deuxième message que je veux adresser à tous ces jeunes qui aujourd'hui sacrifient leur vie pour la liberté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la liberté, vous voyez, c'est une notion qui est universelle. Parce que si aujourd'hui, on s'en prend à la liberté des Iraniens, demain, on s'en prendra également à la liberté d'autres peuples africains. Le deuxième message, c'est cette parole de l'ayatollah Khomeini, l'une de ses dernières paroles qui aujourd'hui résonne un peu comme son héritage politique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « En 47 ans, l'Amérique n'a jamais réussi à vaincre l'Iran et elle ne la vaincra jamais. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement ceci, c'est que le suprémacisme nord-américain, c'est-à-dire, vous savez, le suprémacisme, c'est-à-dire cette idée que c'est nous les plus civilisés, c'est nous les plus forts, le suprémacisme nord-américain échouera en Iran, l'État génocidaire du Premier ministre israélien échouera également en Iran. Je referme la parenthèse, je termine avec cette condamnation que l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin vient de déclarer dans les médias européens. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, dit ceci: Donald Trump va le payer très cher. Je referme la parenthèse. Prof, tu dis sur Chakapang. Vous écoutez, comment expliquez-vous que nous sommes partenaires, nous, la RDC, vous, Congolais des pères et des mères, partenaires actuellement avec les accords de succès diplomatique du chef de l'État? Nous avons suivi que nous sommes maintenant plus proches des États-Unis. Et dans ce qui se passe, et vous victimisez l'Iran aussi longtemps que c'est l'Iran qui a commencé à attaquer les bases aériennes. Et en vous écoutant, apparemment la RDC est en danger d'être en monodère avec les États-Unis d'Amérique. Vous savez, tout à l'heure, pendant que vous discutiez, vous introduisiez, j'étais en train de regarder votre générique. Et ça m'a bouleversé parce que vous avez fait un défilé de tous les grands hommes de ce pays. Les héros. On va les reprendre un par un. On a commencé avec Kasavubu, qui a tué Lumumba. Qui est derrière l'assassinat de Lumumba? C'est l'Amérique. On continue. On a Mobutu. Qui est-ce qui, pendant 30 ans, a maintenu le Zaïre dans une impossibilité de se développer? L'Amérique. Après Mobutu, on a Laurent Désiré Kabila. Qui est-ce qui a assassiné LDK? L'Amérique. Après Kabila père, on a Kabila fils. Et on a vu vers la fin de son règne, le président Kabila Joseph, qui voit que l'avenir de la RDC, c'est la Chine, donc qui essaye d'opérer un revirement d'alliance stratégique vers la Chine. Là encore, c'était Trump à l'époque qui dira ceci: j'ai envoyé 80 marines au Gabon, tu quittes. Là encore, l'Amérique. On continue. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Et vous avez cité les accords de Washington. Oui. J'en ai débattu dernièrement dans plusieurs médias. On peut faire une petite pause de réflexion sur ces accords. Parce que moi, je m'arrache les cheveux quand j'entends dire que ces accords sont une victoire diplomatique pour la RDC. Qu'est-ce que c'est qu'une victoire diplomatique? Je vais vous donner un exemple de victoire diplomatique.
Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine est en train de négocier pour avoir des garanties de sécurité. C'est-à-dire, écoutez, que les Américains disent, si vous continuez à embêter l'Ukraine, nous les Américains, on va descendre sur le terrain. Nous n'avons pas ça pour la RDC. Nous n'avons aucune garantie de sécurité du genre. Si le Rwanda continue à faire n'importe quoi chez vous, je vais descendre sur le terrain. On n'a pas de garantie de sécurité. Ça, c'est un. Deuxièmement, je l'ai dit dernièrement, ce n'est pas non plus un accord qui est historique, pour la simple raison que il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. Je vais vous donner moi un exemple d'accord historique. Oslo, 1993. Rappelez-vous à l'époque, Bill Clinton entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Donc ça, c'était quelque chose vraiment d'historique. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles, parce que tout le monde sait très bien dans ce pays que l'Amérique n'est pas l'ami du Congo. Même si vous allez dans n'importe quel marché et demandez à n'importe quelle maman qui vend du pain, elle vous dira ceci, c'est l'Amérique qui a formé les officiels rwandais, qui les a armés, qui leur a donné les armes et les munitions pour massacrer des Congolais pendant 30 ans. Alors si vous voulez me faire croire que du jour au lendemain, l'Amérique se souciera de l'intérêt des Congolais, je suis désolé, je suis docteur en sciences politiques, je peux croire en tout, même au Père Noël. Je peux croire au Père Noël, mais je peux pas croire en ce que cette Amérique-là de Trump, un homme qui vous dit que l'Afrique, c'est des pays de merde, j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte. Aujourd'hui, le vrai visage de l'Amérique est en train de tomber. On l'a vu au Venezuela. Écoutez, qu'est-ce que dit Trump? Il dit, maintenant, c'est nous qui allons diriger le Venezuela. On est dans une ère où, l'Amérique veut remplacer le droit international par le droit du plus fort. Et cette Amérique-là, je vous le dis, et vous le retenez aujourd'hui, ne fera jamais rien pour la RDC. Donc, soyons D'accord, lucides. je comprends que on a compris tous votre position. Alors, on ne peut pas s'attarder là-dessus. Je comprends que c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui, un jour, nous allons en parler. Ouais. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet du jour. Alors, vous parlez de la révolution, à révolution panafricaine. Avec votre mouvement Front National Panafricain. Qu'est-ce que la révolution panafricaine? Et comment expliquez-vous cela? Alors, merci pour la question. C'est une question qui est très importante et on va essayer de prendre le temps d'y répondre parce que vous savez, souvent quand on entend le mot révolution, tout de suite les gens sont un peu inquiétés, effrayés. Alors la première question, c'est quand est-ce que, on entre dans une logique de révolution? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, les gens se disent, il faut que les choses changent? C'est quand les situations socio ou politiques deviennent compliquées, d'accord? Donc, il faut avoir une prise de conscience que là, ça va pas. Effectivement, quand ça va pas, on peut entrer maintenant dans une logique de révolution. Et ici, j'aimerais faire un petit recadrage, parce que j'entends partout dire qu'il n'y a pas de crise politique en RDC. Alors, je suis un peu les médias nationaux et autres, et je veux aider nos compatriotes à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. Qu'est-ce que la définition de la crise politique en science politique? Qu'est-ce que la science politique nous dit par rapport à la crise politique? Alors, il y a 4 éléments qui entrent en compte. Je ne vais en prendre qu'un, celui qui nous concerne. Il y a crise politique quand nous avons une coalition de partis au pouvoir, au gouvernement qui gouverne, et que cette coalition de partis éclate. C'est ce qu'on a eu avec FCC-Cash. La scission FCC-Cash nous fait entrer de fait dans une crise politique qui va produire une crise sécuritaire. Je suis tout à fait d'accord, mais l'origine de cette crise sécuritaire, elle est éminemment politique. Vous voulez dire que cette crise a débuté lors du divorce entre FCC-Cash? Alors, mon analyse, je le dis, ça a fait rire dernièrement, je crois que l'ancien président Kabila, s'il est parti à l'Est prendre des armes, c'est pas parce que la vie était devenue trop chère à Lubumbashi. C'est bien parce que à son niveau, il y avait des accords politiques qui avaient été faits, qui n'avaient pas été respectés. Et donc, l'origine de la crise sécuritaire que nous avons aujourd'hui, elle est d'abord politique. Alors, pour faire plaisir à tout le monde, on peut dire qu'elle est politico-sécuritaire, mais on ne peut pas nier le caractère politique de cette crise, tout comme on ne peut pas nier la réalité de la crise socio-économique. Et
je suis désolé, mais quand dans un pays, 80% des jeunes sont en chômage, on est dans une crise politique, dans une crise socio-politique. Donc, je crois que c'est très important, si on veut comprendre et avoir des débats qui soient riches, il faut d'abord s'entendre sur le cadre, sur la définition des notions. Il y a aujourd'hui, en RDC, une crise politico-militaire. Nous avons à l'Est une crise, ici, j'ai envie de dire, une crise géopolitique, je pourrais développer plus tard. Mais donc, voilà le constat que nous devons tous, quelles que soient nos accointances politiques, le constat logique et honnête que nous devons faire avant, effectivement, de commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver des solutions à la crise politique. Et je l'ai dit, je le répète, la seule solution à la crise politique actuelle, c'est la révolution panafricaine. Il n'y en a pas d'autre. Si nous voulons résorber la crise, c'est la révolution panafricaine. Donc, la naissance, donc, vous voulez dire que ce sont des crises qui sont à la base de la révolution? Alors, et voilà, c'est ce que je vous ai dit. Avant de se révolter, avant de dire il faut que ça change, enough is enough, comme disent les anglo-saxons, trop c'est trop, il faut que ça change. Mais pour en arriver là, il faut avoir conscience, il y a quelque chose qui va pas. Mais si tout le monde dit non, il y a rien, tout va bien, il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de crise économique, on n'arrivera pas à cette prise de confiance politique. Et donc, je vais répondre maintenant à votre question, qu'est-ce que la révolution panafricaine? Donc, dans un premier temps, entendons-nous tous, nous sommes, on le voit bien, le pays est en train de vivre un moment douloureux. Je vais revenir après sur la crise à l'Est, parce que non seulement on a une crise politique, mais en plus de ça, à nos frontières, nous avons ici une crise géopolitique. Et j'ai même envie de dire historique, je vais revenir là-dessus. Et donc, il faut absolument que tous nos acteurs politiques prennent conscience de cela et qu'ensemble, nous allions vers la révolution panafricaine qui est, je l'ai dit dans le petit clip que vous avez passé, qui est essentiellement intellectuelle. On a un problème chez nous au Congo. C'est pas, prof, quand vous parlez de la révolution essentiellement intellectuelle, vous faites allusion à quoi? Merci. Quand on pense révolution, automatiquement, on pense à la violence. La révolution panafricaine ne se fera pas avec la violence. Exactement ce que j'ai Voilà, ça déjà d'emblée, on écarte cette idée. Pourquoi? Parce que l'un des principes fondamentaux du panafricanisme, c'est que les peuples noirs ne doivent pas se faire la guerre entre eux. Pour aucune raison. Donc l'idée là de violence, on enlève ça d'abord. Donc la révolution panafricaine ne sera pas dans la violence, elle sera essentiellement un effort intellectuel, concrètement, se poser non pas des questions, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose mille et une questions, mais on perd du temps. Il y a des faux débats aujourd'hui. Il faut se poser les vraies questions, les questions justes. Donc, la révolution panafricaine, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui en RDC pour que tous les peuples sous ces cieux puissent vivre en bonne entente. C'est ça, la question qui doit tous nous réunir. C'est une campagne, cette révolution panafricaine. Et vous avez suivi à la télé 50, vous parlez le même discours. C'est une campagne que vous êtes en train de mener ou je ne sais quoi. Alors, très bonne question. J'étais dernièrement dans un plateau de télé, dont je tairai le nom. Qu'est-ce qu'on me dit? On m'attaque. On me dit, tu es de quel parti? Tu es de quel camp? Vous savez ce que j'ai répondu? Quand la maison brûle, il n'y a pas de camp. Le seul camp qui vaille, c'est le camp de ceux qui veulent éteindre le feu. Okay. Parce que je peux vous garantir d'une chose, c'est que si aujourd'hui, on ne se réunit pas tous à une table, quels que soient nos partis politiques, nos religions, si on ne se réunit pas tous à une table, la République risque de s'embraser. Alors, comment est-ce que la RDC peut-elle réconcilier ou concilier son identité panafricaine avec ces défis internes qui gangrènent la RDC? C'est une très bonne question. Et là encore, je vous invite à aller en profondeur. Parce qu'il y a quelque chose chez nous, c'est qu'on n'aime pas la réflexion et on confond souvent le problème avec le fond du problème. Je vais vous faire un schéma rapide et vous allez comprendre là où je veux vous amener. En 1750, ok, 18e siècle, le PNB, produit national brut en Afrique, est supérieur au produit national brut en Europe.
En 1750, le PNB en Afrique, c'est 188 $, il me semble, et en Europe, c'est 182 $. OK? Donc ça, c'est 1750. 10 ans plus tard, en 1800, le PNB en Afrique n'a pas bougé, il a stagné, mais cette fois-ci, le PNB en Europe a dépassé le produit national brut en Afrique. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de 10 ans pour que notre PNB qui était supérieur au PNB en Europe, eh bien, ne bouge pas et que le PNB européen puisse passer devant. Et depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui, l'écart entre les deux PNB n'a cessé de se creuser. Aujourd'hui, en 1990, par exemple, on sait que le PNB en Europe, c'est quelque chose comme 2900 quelque chose $, et en Afrique, c'est 490. Alors, je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui explique le déclin économique en Afrique? Parce que le déclin économique, il est suivi par la domination politique, militaire, diplomatique et autres. Qu'est-ce qui explique ce déclin économique? Alors, pendant cette période de 10 ans, quels sont les acteurs clés? Il y en a 3. Les 3 M. Les militaires, les missionnaires, les marchands. Mais pendant cette courte période, les militaires ont peu d'influence sur la société. Ceux qui ont une influence énorme, c'est les marchands et les missionnaires. Qu'est-ce que font les marchands et les missionnaires? Les marchands ont instauré la traite des Noirs. En vendant leurs propres frères comme esclaves aux négriers, qu'est-ce que font les chefs africains? Ils renoncent au culte des ancêtres, ils renoncent à leurs valeurs, ils renoncent à leur identité. Qu'est-ce que font les missionnaires? Ils baptisent certains chefs africains, et donc de ce fait, les chefs africains, là encore, renoncent à leur identité, renoncent à leurs valeurs. Je le dis, le déclin économique de l'Afrique, c'est l'acculturation. Je disais dernièrement à ma fille, Marie, elle a 8 ans, si vous prenez un arbre, vous savez ce qu'est un arbre? Vous déracinez l'arbre. Qu'est-ce qui reste de l'arbre? L'arbre n'a plus de force, il tient plus debout, il tombe par terre. Et vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes totalement déracinés, acculturés. Et l'origine, le fond du problème, c'est cela. Je veux identitaire, et je veux vous donner cette parole du professeur Honorat Guessi, qui fut le président du Conseil mondial du panafricanisme, qui nous a quittés maintenant il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tout ce qui donne sens à nos vies doit être inculturé. C'est-à-dire, tout ce qui, la politique, tout doit être adapté à nos mentalités, à nos us, à nos coutumes, à notre histoire. Moi, j'enseigne le droit constitutionnel à l'université. Vous savez comment on appelle la constitution congolaise? La petite sœur de la constitution française. C'est une honte. On a pris des principes fondamentaux, tels que par exemple le bicaméralisme, et on les a calqués en les intégrant à nos cultures sans aucune adaptation, sans aucune réflexion politique en profondeur pour essayer de réinventer, d'imaginer. Non, on fait du copier-coller. C'est ça. Donc, vous voulez dire que les grands professeurs qui ont été lors de la rédaction de cette constitution du 18 février 2006 ont fait qu'il y ait du copier-coller? Je le dis. Ouais. Et je les défie, s'ils écoutent cette émission, de venir... Ah, vous les défiez? Je les défie de venir débattre avec moi. Ah, vous défiez les professeurs Versé Bouchab? Écoutez bien ce que je vous dis. Vous défiez les grands professeurs, là, donc. Écoutez ce que je vous dis. Mouilane et les autres. Il n'y a pas de grands, de petits professeurs. Okay. Il y a des professeurs qui sont sous la domination intellectuelle de l'Occident. Ouais. Il y a des professeurs qui veulent inculturer toutes les théories et les principes fondamentaux en politique forgés par l'Europe depuis... Je crois que nous parlons déjà sur la pétition, hein, la pétition référendaire déjà. Nous sommes déjà dans notre deuxième partie de notre émission qui nous parlons déjà sur ça. Alors, on vous suit partout avec l'initiative. Venez les jeunes, vous mobilisez les jeunes partout, que les jeunes signent la pétition pour la révision et non le changement de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi vous avez préféré la révision, réviser et non changer? Alors, il faut faire très attention quand on parle de constitution. Parce que, attention. C'est la loi fondamentale du pays. C'est la boîte de Pandore. OK. Et je le dis. Mais il est déjà expiré, apparemment. Je dis ceci, c'est que la modification de notre constitution, c'est ce qui aujourd'hui peut réunir tous les acteurs politiques.
de quelque bord qu'il soit. Parce que tout le monde a confiance aujourd'hui, même ces soi-disant grands professeurs dont vous avez parlé, les grands... Soi-disant. Voilà, oui, ben, soi-disant. Vous savez, moi j'ai eu la chance, j'ai étudié en Europe, dans les meilleures universités de droit d'Europe, mais j'ai eu de la chance d'avoir mon doctorat au Bénin, en Afrique de l'Ouest, où là, effectivement, on essaye quand même d'inculturer, on essaye de réfléchir en profondeur sur tout ce qui nous vient de l'Occident. Et je le dis, et je le répète, il n'y a aucun professeur dans ce pays qui peut débattre avec moi sur le fait, je répète, sur le fait que notre constitution, c'est du copier-coller. Waouh, aucun professeur de je dis ceci. Le défi est lancé, c'est plus TV, le défi est lancé. Mais j'ai précisé. Les professeurs. J'ai précisé sur le débat sur le fait que notre constitution, c'est du copier-coller. Du copier-coller. Voilà, on n'a pas réadapté, on n'a pas réinventé. Pour les principes fondamentaux, on a pris tout ce qui se faisait en Europe, en France notamment, et on l'a amené chez nous. Voilà. Donc voilà, celui qui veut s'essayer un débat là-dessus sera le bienvenu, que ce soit sur n'importe quel plateau. Mais je sais que ces grands professeurs dont vous parlez, c'est des personnes qui ont une grande connaissance et de l'histoire et du droit constitutionnel. Et je pense pas qu'il y en ait un seul qui viendrait aujourd'hui dans un plateau télé dire que notre constitution, c'est pas du copier-coller. Parce qu'effectivement, la constitution, c'est du copier-coller. Pour revenir sur votre question, c'est la pétition. Je dis que quand on parle de modification de la Constitution et révision, changement, il faut faire très attention. Parce que, attention, la Constitution, j'ai dit, on peut tous s'entendre sur l'idée qu'il faut la modifier. Je donnais dernièrement une conférence à l'université orthodoxe catholique, et je disais, vous savez, les latins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent persévérer dans l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur relève du diable. Donc tout le monde sait que la Constitution elle est mauvaise. Tout le monde, même les grands professeurs, tout le monde sait, mais on continue. Donc il y a un problème, là. Il y a un problème là. Ok. Donc mais il faut faire attention parce que il y a des articles, si on les touche, c'est la guerre civile. En tout cas, c'est très compliqué. Donc on peut pas tout toucher dans la Constitution. Laquelle? Il y a des articles. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Quand on parle de progrès politique. Je comprends. Moi, dans notre pétition, on a été clair. On veut pas modifier la Constitution pour donner plus de pouvoir au pouvoir. Non. On a été clair. Parce que ça marchera pas. Il faut une modification de la Constitution qui puisse réunir tout le monde. Tous les acteurs politiques, que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Aussi longtemps que votre initiative, eux, dans la même période, avec ce que les politiciens pensent. On va changer la Constitution, tout ça. Tout le monde pense la même chose que donc. Professeur Tudi Chakapanga est venu nous appuyer, notamment pour prolonger surtout l'article qui verrouille le mandat présidentiel. Là où on a stipulé pour dire que 5 ans, une fois renouvelable. Ils veulent changer une fois renouvelable là. Que ça, c'est 5 ans. Donc, ça donne accès au professeur Tudi Chakapanga de revenir même 1000 fois comme président, comme candidat président de la République. Parce que ça n'a pas été. Donc, c'est exactement. Je vais écouter. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Félix Tshisekedi. En 2011, je travaillais à l'intendance sous l'autorité de Jacquemain Chabani, Jansi Moulumba. Et vous savez, à cette époque, l'intendance, c'est là où on ramenait les cadavres des militants. J'ai vu des jeunes revenir au parti avec le crâne défoncé. 5000 jeunes ont été massacrés. Et je l'ai dit dernièrement à la télé, la prise de pouvoir de l'UDPS en 2018, comme certains essayent de dire, c'est pas un hold-up électoral, c'est la consécration des luttes de martyrs dans ce pays, depuis Kimpavita jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que le président Tshisekedi ait pris le pouvoir, c'est une bonne chose. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, je dis ceci. Même si Jésus... vous êtes de l'UDPS? Non, je suis pas de l'UDPS. Je suis d'aucun parti politique. Je suis d'aucun camp politique. Je suis pas de l'Union sacrée. Mais je dis que j'ai eu à avoir une expérience politique au sein de l'UDPS. Depuis, c'était en 2011, hein. Depuis, j'ai progressé un peu. Mais donc, je veux simplement dire par là que le président Tshisekedi, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui fait son possible. Mais, je l'ai dit, même si le meilleur homme du monde gouvernait la RDC, dans le système politique que nous avons qui est mauvais, il ne ferait rien. Donc, la vraie question, c'est pas une question de personne, c'est une question de système. Il faut changer le système pour permettre à n'importe quel président de pouvoir faire de bonnes choses pour ce pays. Parce que tant qu'on gardera le système que nous avons, ni Félix Tshisekedi, ni qui que ce soit pourra faire de bonnes choses pour ce pays. Et donc, c'est ça notre combat. Et c'est très difficile parce que chez nous, tout est politisé. Chez nous, vous voyez, le discours que j'ai,
ceux qui suivent à la télé, ils disent, il fait semblant de dire qu'il n'a pas de parti, mais il a été envoyé par un camp ou par un autre. Mais je vous le dis, droit dans les yeux, notre souci à travers ce projet, il est simple, c'est de changer les choses dans ce pays, que les choses marchent mieux. Très bien, très bien. Alors, nous sommes en direct de CEPLIS TV, mesdames et messieurs. Tu dis, Chawa Chakapanga, professeur, il y a une question qui m'est arrivée. On dit que les professeurs, tu dis, Chawa Chakapanga parle bien, mais tout ça, c'est pour qu'ils participent aussi au dialogue. Donc, c'est ça. Donc, vous voulez que vous soyez aussi comme une partie prenante. Vous avez considéré, vous participez au dialogue afin qu'on vous donne aussi, que vous ayez aussi une part du gâteau, apparemment. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne participerai au dialogue que sous 3 conditions. La première condition, c'est que ce dialogue se passe chez moi au Congo, et je vais demander ici sur votre plateau au président de la République de ne pas diminuer la grandeur du Congo. Parce que quand on va au Togo pour demander aux Togolais de venir nous apporter des solutions à notre crise, on diminue la grandeur du Congo. Quand on va, je termine, quand on va en Angola pour demander, on y allait combien de fois là-bas en Angola? En vain. Vous savez, moi, quand le président va en Angola, vous savez à quoi je pense? À ces Congolais, 500 000 qui ont été expulsés, massacrés. Et vous croyez que de bonnes choses peuvent venir de là-bas? Je dis ceci, je peux participer à un dialogue si ça se passe chez moi. Et il y a une seule personne qui peut être un bon arbitre, un bon médiateur. Le nom de cette personne, elle est dans le cœur de tous les Congolais. Vous voulez que je vous le donne? C'est qui? Kimbangu. Simon Kimbangu Kiangani. Que le président Ayan Kamba, qui demande à SKK qui est là, de prendre l'initiative d'être le médiateur de ce débat, et je vais vous dire que ça va marcher. Mais si à chaque fois, on doit courir toutes les capitales du monde pour aller voir un tel ou un tel, et on laisse les lumières intellectuelles que nous avons dans ce pays, ça ne marchera pas. Je termine, je vais vous donner les 3 conditions. Première condition, qu'on ait des personnalités congolaises qui puissent réunir tout le monde. Je veux pas d'Angolais, je veux pas de Togolais, non. Il y a une crise congolaise, on a des grands baobabs ici, voilà. Même si c'est pas Simon Kimbangu, mais je veux un Congolais. Ça, c'est un. Deuxième condition pour que moi je puisse participer à un dialogue, c'est que, je l'ai dit la dernière fois, à mon sens, il ne peut pas y avoir de dialogue riche sans la présence de l'ex-président Joseph Kabila. Vous savez, j'ai dit ça dernièrement dans une conférence à l'université. Alors les gens, ils m'ont regardé, ils étaient ahuries, ils étaient ébahis. Je dis ceci. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un certain nombre de réalités, de choses qui se sont passées, mais je crois que on ne pourra pas sortir de cette crise si on reste dans une position de se juger, de se condamner. C'est mon avis. Je sais qu'il n'est pas du tout partagé par la grande majorité des Congolais qui aujourd'hui sont revanchards, j'ai fait des débats où certains vous disent non, il faut qu'ils soient arrêtés, il faut qu'ils payent. Ma position, c'est celle-là, donc c'est la deuxième condition. Et la troisième, c'est laquelle? C'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que, et ça c'est très important, quand je parle de dialogue, je circonscris le dialogue uniquement à la réorganisation de nos espaces. Je suis pas en train de dire il faut que Kabila participe au dialogue pour faire l'intégration des forces armées. Non, ça c'est pas ça, ça on n'en veut pas. Il y a personne qui l'acceptera dans ce pays. Nous, quand on dit que le président Kabila doit participer à ce dialogue, c'est pas pour que demain on le retrouve ministre ou qu'on retrouve ces gens qui ont massacré nos frères à l'Est ministre. Non. Quand on dit qu'il doit participer au dialogue, c'est un dialogue qui vise essentiellement une réflexion sur la réorganisation de nos espaces. Stop. Mais il n'y a pas de brassage, il n'y a pas d'intégration de ceux qui ont tué au sein de nos institutions républicaines. Et ça, de toute manière, je peux vous garantir d'une chose, le président ne l'acceptera jamais. Vous savez que nous sommes suivis par des milliers de Congolais et des Africains partout dans le monde, parce que nous sommes ici internationales. Pof du Chawa Chakapanga, vous soutenez la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous soutenez la vision du chef de l'État. Alors, je dis ceci. Non, vous soutenez la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous entendez par vision? La vision, c'est la vision qu'il a pour la RDC, et cette mission qu'il a pour le Congo, à laquelle vous avez compris qu'il faut. Parce que je vais répondre à votre question, vous allez me comprendre. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas suivi. Nous citons déjà l'émission presque finie déjà. D'accord. Je dis ceci. Non consommé. La prise de pouvoir du DPS en 2018, c'est une révolution positive. C'est une révolution positive dont il nous faut conserver les acquis. J'aimerais que vous répondiez à ma question. J'y réponds. Oui ou non. C'est ça, j'y réponds.
il nous faut conserver les acquis de cette révolution. Quels sont les acquis de cette révolution? Il y en a deux. C'est une passation de pouvoir Pacifique, voilà, civilisée. Ouais. Et deuxièmement, c'est la sécurisation de tous les acteurs du jeu politique. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est que cette révolution positive de 2018, eh bien, nous devons aujourd'hui tous... Avez-vous une famille à l'est du pays? Une famille? Ouais. Ou avez-vous déjà sillonné ou bien fait un tour d'autre? Bah alors, j'ai eu la chance, effectivement, de faire un petit saut, mais j'ai pas fait longtemps, à Goma. J'ai fait une semaine à Goma, j'ai eu cette chance-là, mais je n'habite pas là-bas. C'était en 2012. Et ça vous fait comment de voir des millions de Congolais tués à l'est du pays pour rien? Alors, une chose est sûre, c'est que c'est des situations, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont extrêmement choquantes, qui sont révoltantes. Et c'est pourquoi nous devons tous, quels que soient nos partis politiques, essayer de trouver des solutions pour que cette guerre s'arrête. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Je vous l'ai dit, il faut se poser les questions justes et il faut aller au fond des choses. Parce Exactement. que si on se limite au problème, si on va pas dans le fond du problème... Et dialoguer avec les gens qui ont tué ce genre de personnes, autour d'une même table, parler, puis leur donner la liberté, ça vous fait retrouver dans votre prétend congolais? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais. J'ai dit que le dialogue ne doit pas viser... Parce que le chef de l'État a dit, je ne dialoguerai jamais avec ceux qui sont à la base, notamment Kabila, Nanga et consorts. Mais là, vous dites que pour que vous, Tudi Shawa Chakapar, expert, engagé, docteur en sciences politiques, pour que vous puissiez contribuer à ces dialogues pour sortir de cette crise, il faudrait que Kabila participe. Écoutez ce que les Congolais ne sont pas d'accord avec. D'accord, ils sont pas d'accord, je le sais. Mais écoutez ce que moi je vous dis à ces Congolais-là qui sont pas d'accord. Il y aura pas de paix sans fraternisation, sans panafricanisme. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui être capables de se réunir autour de cette idée que nous sommes tous frères. Sans ça, il y aura pas de paix. Alors, nous sommes à la fin. Avez-vous déjà récolté combien de signatures de jeunes pour la pétition légendaire? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes à... on n'a pas encore lancé la pétition, mais simplement le comité qui est en train d'étudier, de réfléchir sur les stratégies, nous sommes déjà, on a réuni à peu près 400 soirs. On va vers les 500 jeunes. Mais ça, c'est juste la base avec laquelle nous allons travailler pour essayer maintenant, effectivement, d'aller dans les régions, d'aller partout. Et comment les signatures, comment est-ce que vous faites pour que les signatures vous arrivent? Les jeunes viennent en présentiel ou il y a sur Internet, on nous signale déjà que nous avons pratiquement débordé. La télé, c'est le temps. Alors, vous avez des secondes, passez le message sur la pétition légendaire et puis donc voir comment est-ce que les jeunes peuvent vous rejoindre, ceux qui veulent vraiment soutenir votre initiative. Vous avez des secondes? D'accord, je vous remercie. Écoutez, on a vu, j'ai senti chez vous un certain malaise dès que la question du dialogue qui devrait être panafricain, c'est-à-dire une table autour de laquelle tout le monde, sans juger, sans exclure, Dieu seul juge, j'ai senti que cette question vous a un peu remué le cœur. Et je veux dire à ces jeunes qui nous écoutent, si eux aussi ont été bousculés, parce que effectivement, vous avez dit, il y a des choses horribles qui se passent chez nous. Et donc, je veux essayer d'apaiser ces jeunes en leur disant ceci, c'est que cette pétition que nous faisons aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour remettre à cheval tous ces acteurs politiques qui se sont dévoyés, qui sont partis à l'Est commettre des délits. C'est pas ça le but de cette pétition. Cette pétition aujourd'hui, c'est que, quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos religions, en tant que Congolais, nous puissions tous nous réunir pour modifier notre constitution, sortir de cette 5e République, aller vers une nouvelle République, une 6e République, dans laquelle, eh bien, le peuple choisira la forme d'État qui lui convient le mieux, si c'est un État fédéral ou un État confédéral. Donc, il faut bien faire attention de ne pas réduire la question de la pétition à la volonté éventuellement de remettre à cheval des acteurs politiques qui, de toute manière, sont condamnés par l'histoire. D'accord? Il n'y a pas besoin que le président Tshisekedi dise que Kabila est condamné aujourd'hui. L'histoire elle-même le condamne par les actes qui ont été posés. Maintenant, nous, notre souci, ce n'est pas de juger. Je le dis souvent, vous savez, moi je viens mon petit village à Dibelengue dans le Kasaï central. C'est l'un des plus petits villages au Kasaï central, Benabanza. Et vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Quand l'enfant met le feu à la maison, on ne le jette pas dans le feu. » Voilà, nous avons, merci beaucoup à la régie, merci beaucoup à la coordination générale
bon, cette clémence, hein, alors on a débordé. Merci au professeur Tudisha Wachakapanga pour avoir disponibilisé de votre temps pour nous répondre. Je crois que vous avez, mesdames et messieurs, vous avez suivi qu'il y a à boire à manger. C'est un docteur en sciences politiques, il a beaucoup à dire, mais le défi est lancé, le débat est lancé. Alors à tous ceux qui veulent, bien évidemment, affronter le professeur sur le plateau, en tout cas, c'est plus vous invite, en tout cas, prochainement, nous allons recevoir encore professeur dans un débat. Nous allons débattre sur ce sujet parce qu'il y a un sujet d'actualité. Merci à la régie finale, merci à l'équipe technique. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Oui, merci à toi. J'ai vu un moment. Pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive.